Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Boris Vallaud, député des Landes. D'accord. Pourquoi venir au congrès du Parti Socialiste aujourd'hui? C'est pour faire passer quel message surtout? Alors, je suis au congrès du Parti Socialiste parce que je suis socialiste. Voilà, je suis resté pour dire qu'il y a évidemment une situation qui est historique, qui est grave. On sort d'une défaite qui est cinglante du Parti Socialiste dans toutes ses composantes, mais qu'il est de notre devoir de nous retrousser les manches et de regarder droit devant. Voilà, que c'est un impératif pour nous-mêmes et pour les Français. En particulier dans ce qui se joue aujourd'hui avec un gouvernement qui fait de la politique seulement pour quelques-uns et qui abandonne le plus grand nombre à ce qu'ils croient être leur destin de perdant. Lauriane Degnaud, je suis première adjointe à la mairie de Saint-Nazaire et puis militante au Parti Socialiste. Alors c'est quoi être socialiste aujourd'hui, en 2018? Être socialiste, c'est ne pas accepter les inégalités qui perdurent dans notre société. C'est être à côté de celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre et mettre toute notre énergie pour les défendre au mieux. Je m'appelle Jérémy Pelletier, je suis directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. D'accord. Qu'est-ce que vous y faites exactement d'abord à la Fondation? C'est quoi? Alors la Fondation Jaurès, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est une fondation politique qui a été créée et fondée par Pierre Mauroy, l'ancien Premier ministre, notamment de François Mitterrand, en 1992. C'est une fondation qui est indépendante financièrement et organiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est rattachée ni à un parti politique, ni à des responsables politiques. Par contre, elle est attachée à des idées, et principalement les idées de la social-démocratie, des idées progressistes, une fondation qui est européenne, progressiste, qui a vocation à faire un certain nombre d'activités pour lutter contre les inégalités sociales, pour développer et promouvoir la démocratie dans le monde. Voilà ce qu'est la Fondation Jaurès, une fondation européenne, social-démocrate et progressiste. Alexandre Glogowski, moi je suis responsable de la communication à la Fédération de Paris du Parti Socialiste de Paris. Je fais des tracts, je gère les réseaux sociaux de la Fédération de Paris du PS. C'est quoi le principal défi aujourd'hui, en avril 2018, d'être au PSE, Parti Socialiste? Alors, être au PSE, des défis, il y en a tout le temps. Là, par exemple, moi, ce qui me préoccupe moins, c'est les législatives en Hongrie qui vont avoir lieu demain. Donc, c'est comment mobiliser nos concitoyens qui vivraient en France, mais qui seraient de nationalité hongroise, pour tourner la page de Orban. Donc ça, c'est un truc de très court terme, hein, c'est aujourd'hui, enfin c'est demain, mais c'est plus largement faire vivre une dimension européenne et socialiste au jour le jour, au quotidien. Ça va être d'alerter sur les projets de loi qui se passent en Pologne ou l'opportunité de revenir sur le verrouillage constitutionnel en Irlande quant à l'accès à l'IVG. Donc voilà, c'est des choses. Il y en a qui se proclament très pro-européens. Ils affichent le drapeau européen. Regardez, hein, nous on l'a aussi quand on est socialiste. On ne le cache pas, on n'est pas honteux du tout et au contraire, on est très. Mais on ne le borne pas à juste un symbole. On va au quotidien et on va dans le concret. Pourquoi on dit tu es Jaurès? Pourquoi on dit tu es Jaurès? On a choisi un chemin exigeant, un chemin d'humilité qui est celui de la reconquête. Que ça suppose beaucoup de travail, beaucoup d'émulation intellectuelle, de s'ouvrir aux autres, à la société civile, aux chercheurs, aux associatifs. Et que cette aventure, ils peuvent la partager avec nous. C'est un chemin qui peut être long, mais dont on est persuadé, sinon on ne s'y engagerait pas, qu'elle aura une issue heureuse. Voilà.
Moi, j'ai fait le choix de soutenir Olivier Faure dans ce congrès parce que je pense qu'il est un point de rassemblement et de dépassement important pour la famille socialiste. Rien n'est gagné. Voilà. C'est un pari, le pari de la reconstruction et de la réinvention. On va devoir aller vite, on va devoir changer les choses en profondeur, dans les visages qui incarnent le Parti socialiste, dans les propositions que nous allons faire. Voilà. Rien n'est gagné, mais j'ai envie de faire partie de cette aventure. On n'est pas plus proche de tel ou tel parti politique. Ce que je vous ai dit, c'est que voilà, la fondation elle est indépendante. Après, historiquement, c'est une fondation qui est de fait proche du Parti socialiste, mais l'important, c'est que dans ce qu'on produit, que des responsables politiques puissent s'en saisir. Évidemment, dans ce qu'on va produire, ça va parler à un pan en particulier de la scène politique française, européenne et internationale, à savoir effectivement une scène politique à gauche et une scène politique social-démocrate. Je pense qu'il y a des sociodémocrates effectivement En Marche aujourd'hui. Il y a évidemment des sociodémocrates au sein du Parti socialiste et donc c'est pour ça que la Fondation, mais en toute indépendance, est là aussi aujourd'hui et car historiquement elle a toujours été là et elle sera encore là dans les années à venir. On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves. Est-ce que vous essayez aussi de rassembler ceux qui commencent à se diriger vers Benoît Hamon, Génération et vers l'extrême gauche? Est-ce qu'il y a encore un peu d'espoir de les rassembler ici au Parti socialiste? Moi, je crois qu'on ne les rassemblera pas en faisant des mauvais compromis ou des synthèses molles ou des accords d'appareil. Si demain on devient attractif pour les Français, ce qu'on aura d'abord été attractif pour tous les militants et tous les citoyens engagés à gauche. Moi, je vais vous dire, mon obsession, c'est pas les cadres du parti qui fileraient chez Hamon, chez En Marche, etc. Ce qui m'intéresse, c'est ces millions de Français qui dans la société ont toujours leur âme, leur cœur, leur tête à gauche et qui cherchent une lumière, une espérance dans une parole publique claire, réaliste, espérante. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Après que des cadres partent, peu importe. Ce qui compte, c'est notre capacité à attirer aujourd'hui tous ceux qui ont une âme de gauche et qui ont envie de s'engager pour une société civique. Voilà. Donc notre récit politique va être plus déterminant que la comptabilité à court terme des pertes et fracas de ceux qui iront ailleurs. Et pour ça, je ne crois pas du tout aux idées médianes, aux idées moyennes, aux synthèses molles. Je crois aux idées fortement enracinées et neuves à la fois et qui vont remettre l'esprit social-démocrate en marche dans notre pays. Il est en panne partout en Europe. Il appartient peut-être aujourd'hui à notre pays qui est particulièrement à la ramasse sur le plan de la gauche de réinventer quelque chose de positif. Vous savez, nous, on n'est pas dans la contemplation des choses. On est dans l'action politique. On l'est au niveau local et à 31 à l'Assemblée nationale, on l'est sans réserve. Par la contradiction que l'on apporte, par les désaccords que l'on manifeste, par les amendements que l'on dépose, par les propositions de loi que l'on discute. Voilà, nous sommes à la manœuvre avec une exigence, redonner de l'espérance et redonner un projet au parti et à travers lui au pays. J'ai fait un long parti de mon chemin politique aux côtés de Benoît Hamon, qui est quelqu'un que je respecte pour sa personnalité, pour les idées qu'il défend. Mais j'ai fait un choix différent, le choix de rester dans la famille socialiste et de participer à sa reconstruction. Je pense que la gauche sera amenée à se réinventer globalement, que personne n'a la vérité, chacun a quelques-uns dans sa chapelle, mais qu'on devrait être en capacité de faire des ponts demain pour travailler à l'unité et au rassemblement de la gauche. Je pense que tout mouvement qui tente de se recroqueviller pensant qu'il sera plus utile et plus efficace, je pense qu'il est dans l'erreur, car aujourd'hui, on le voit bien, les partis, ou en tout cas les formations politiques qui arrivent à agréger, qui arrivent à peser dans le débat public, sont des partis qui sont parvenus à ratisser assez large. En Marche, on est le très bon exemple, récent en tout cas. Donc je pense que stratégiquement, ce n'est pas une bonne stratégie. Par ailleurs, voilà, je pense que quand on fait partie d'une formation politique, et ça c'est un point de vue analytique, mais je pense que c'est toujours bon de
d'essayer d'influencer tout en restant à l'intérieur de la structure les personnes au sein de ces structures-là plutôt que de s'en séparer pour créer son propre organe. Donc voilà, et après je pense qu'il y a un sujet lié à la stratégie d'alliance. Je pense que Benoît Hamon est dans une stratégie d'alliance avec notamment la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, et ce qui moi je crois est un sujet, est un problème, car je vous disais, la Fondation Jean Jaurès elle est européenne, progressiste, social-démocrate. Je pense que sur toutes ces questions-là, notamment la question européenne ou d'autres questions liées à l'identité, liées à l'immigration, liées à la laïcité, je pense que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ne sont pas aussi équilibrés que cela. Et donc je pense que stratégiquement c'est une mauvaise idée, et en termes de point de vue intellectuel, ce serait une mauvaise passe d'être dans cette stratégie d'alliance-là. Chacun est toujours libre de ses convictions, de son positionnement politique. D'abord que l'engagement politique, c'est quelque chose de noble, que la gauche a besoin de femmes et d'hommes de conviction, mais que la famille socialiste a montré à travers toute son histoire qu'elle était en capacité de relever des défis, de se réinventer, de se relever pour pouvoir, dans le concret, de manière pragmatique, changer vraiment la vie des gens. On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Ce que je leur souhaite, c'est de parvenir à redevenir audible. Déjà, je pense que c'est le premier enjeu, de revenir audible. Mais pour redevenir audible, je pense qu'il y a 3 enjeux et 3 priorités. Il y a un enjeu, déjà, faire le bilan et l'analyse de ces échecs, donc faire l'inventaire du quinquennat précédent. Je pense que ça c'est essentiel et nécessaire. À chaque fois qu'un parti de gouvernement se fait balayer après une élection présidentielle, à chaque fois il lui dit il faut faire l'inventaire, mais personne ne le fait. Là, je crois qu'il faut absolument qu'ils le fassent s'ils veulent continuer à exister. D'autre part, ils ont un enjeu de repenser leur projet et leur logiciel. Enfin, le 3e temps et la 3e priorité, je crois, c'est repenser et renouveler les générations. Et je pense que c'est en répondant à ces 3 objectifs qu'ils peuvent espérer redevenir audibles au moins à moyen terme et ensuite peser politiquement dans le débat public à long terme. Moi, mon espérance, c'est que nous redevenions un agitateur d'idées neuves, dans la fidélité à nos valeurs, que l'on se crée par nos propositions à l'Assemblée nationale, en dehors de l'Assemblée nationale, dans les collectivités locales, que nous redevenions une force de proposition, une force de changement. Voilà mon espérance. Vous savez, on ne se bat pas pour nous-mêmes, on se bat pour les Français, pour la France, et en particulier pour les plus fragiles de nos concitoyens. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des choses à moderniser, par exemple, à la SNCF, et du coup, quel positionnement exact vous avez, vous ? Il y a forcément toujours des choses à améliorer parce qu'on est dans une société en mouvement. Il est donc normal que les entreprises, les organisations évoluent. Par contre, ça doit se faire dans le respect du droit du travail, dans le respect des acquis sociaux et puis dans le respect des usagers aujourd'hui. Moi, en étant moi-même usagère du train assez régulièrement, j'ai pu remarquer ces derniers mois et ces dernières années que si mes trains arrivaient en retard, si je ne pouvais pas être à l'heure à mes rendez-vous, honorer mes engagements, c'était pas à cause du statut des cheminots, mais c'est par le manque d'investissement sur le rail. Voilà, donc prenons les choses dans l'ordre. Effectivement, le train, la SNCF ne va pas bien, mais c'est pas la faute du statut des cheminots. Voilà, c'est un manque d'investissement. Je considère que la SNCF a besoin d'être une entreprise publique forte, avec un service public fort. Un service public fort, ça veut dire qui se préoccupe des territoires les plus éloignés, des personnes, des Français les plus fragiles. On le dit souvent, mais c'est une réalité que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et dans la question de la réforme de la SNCF, qui est d'ailleurs engagée, puisqu'il y a une convention collective, des discussions entre les partenaires sociaux intenses, eh bien, il y a la question de la dette de la SNCF. L'État est ambigu sur ce sujet-là. Nul ne peut douter que c'est une dette de la nation, et que c'est donc à la nation de la reprendre. Et ce n'est ni le statut des cheminots, ni le statut actuel de la SNCF comme entreprise qui conduisent à cette situation-là. De la même manière, il y a 9000 km de réseau dont, j'allais dire, l'avenir est incertain. Il y a l'entretien de nos voies qui est également posé. Doit être aussi mis sur la table des négociations le montant des investissements dans ces infrastructures-là. Et pas de manœuvre de diversion de la part du gouvernement. Je pense que ce n'est ni souhaitable, évidemment, ni responsable. Je soutiens l'aspiration à un service public et à la non-marchandisation du monde.
Après, quand on aime le service public, j'ai toujours défendu, quand on était au pouvoir, et je le fais encore quand on est dans l'opposition, en cohérence, que quand on aime le service public, il faut le réformer, il faut le moderniser, il faut être exigeant avec lui. Et je ne suis pas, en l'occurrence, conservateur de quelques situations acquises que ce soit. Par contre, je pense qu'il nous faut retrouver un logiciel de l'égalité du service public, de l'investissement d'avenir, de la prospective. Et pour ça, ce n'est pas le monde marchand qui va le faire. Donc c'est un service public qui est celui du XXIe siècle, qui n'a pas les mêmes règles et principes que ceux du XXe, et qui doit s'inscrire clairement comme au service de la dignité humaine de chacun et des communs écologiques d'un monde que nous savons fini. Donc la question des services publics est capitale à ce titre-là. Et nous devons absolument réaffirmer leur place, et si nous croyons en eux, nous devons nous battre pour leur performance. Voilà. Ça va pas forcément dans le bon sens, la réforme actuelle du gouvernement, c'est ça? Celle-là comme beaucoup d'autres. Pourquoi? D'abord parce que le gouvernement n'écoute que lui-même. Là où les uns et les autres réclamons un dialogue social sincère, un débat parlementaire, j'allais dire, efficace, franc, il y a au fond un exécutif qui, alors qu'il avait fait la promesse d'écouter tout le monde, donne le sentiment qu'il n'écoute personne. Voilà déjà une erreur. Je ne crois pas que dans un pays qui a sans doute besoin de réforme, parce qu'il est face à des mutations considérables, on puisse se satisfaire de moins de débats citoyens, moins de débats parlementaires, moins de débats sociaux. Je suis à leur côté, voilà. J'étais dans la rue auprès des cheminots et toutes celles et ceux qui défendaient les services publics. Chez moi, à Saint-Nazaire, c'est la place de la gauche et la place du Parti socialiste d'être aux côtés de celles et ceux qui défendent les services publics, non pas pour leur propre statut, mais pour le bien-être des enfants, des familles, des seniors, bref, de toutes et toutes. Tu es Jaurès. Pourquoi on dit que tu es Jaurès? Pourquoi on dit que tu es Jaurès? Pourquoi on dit